Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. 100, du simple don à la greffe de moelle, édition Frison Roche 1999. Guide des adolescents, édition du Seuil 1999. Le sommeil en question, collection Vivre et comprendre, éditions Ellipse 1999. J'ai consacré ma carrière à l'information médicale, que ce soit en tant que journaliste, correspondante ou pigiste, dans la presse médicale professionnelle et ou dans la communication médicale par le biais de la publicité médicale en agence à Paris ou en freelance, ainsi qu'à l'écriture en période calme. Passionné par l'info, je vis actuellement dans le sud-ouest de la France. Dédicace. À mon petit cœur, merci pour la force d'être que tu me donnes. Avec tout mon amour, tout homme prend les limites de son champ de vision pour les limites du monde. Schopenhauer. Cuisse Cognosquet. Mes sincères remerciements au Dr Louis-Adrien Delarue pour la relecture de ce travail et ses conseils avisés, cela, malgré des impératifs de temps et un planning surchargé. Sa DPI est consultable à cette adresse. http://www.formindep.org/louis-adrien-delarue-bas.html. Avant-propos. Les Français sont parmi les plus gros consommateurs de médicaments dans le monde, et nos médecins sont ceux qui prescrivent le plus en Europe. Nous avons l'habitude de considérer les médicaments comme des substances bénéfiques, mais en réalité ils présentent toutes sortes de risques et cela n'est pas sans conséquence. On parle de 10 à 20 000 morts chaque année à cause des médicaments, voire plus. Soit 4 à 5 fois le nombre de tués sur la route, la référence. Par contre, en France, on doit noter l'absence d'études globales fiables sur l'iatrogénie médicamenteuse, effets indésirables provoqués par les médicaments. Il existe pourtant une épidémie silencieuse, celle du profit, celle dont on ne parle qu'à l'occasion de grands scandales sanitaires. Même s'il ne faut pas nier l'existence des maladies ou l'intérêt de la prise de médicaments, il est aujourd'hui des pratiques appliquées au domaine de la santé qu'il devient difficile d'ignorer. Stratégie de contournement de la réglementation, effets secondaires des médicaments minimisés ou cachés s'ils ne sont pas favorables aux produits concernés, et auxquels médecins et chercheurs n'ont pas accès, restant dans l'ignorance des risques et ou de l'inefficacité des produits. Études publiées dans les grandes revues scientifiques quasiment toujours favorables aux produits évalués, car les labos ne publient pas les études négatives. Essais cliniques, de plus en plus courts, absolument incapables de nous garantir contre les risques. Experts présumés évaluer les médicaments entretenant des liens financiers multiples avec les laboratoires produisant les mêmes médicaments qu'ils sont censés évaluer. Maladies inventées de toutes pièces à grand renfort de marketing pour inciter à consommer, etc., etc. Il n'existe aucune limite pour Big Pharma, l'industrie la plus rentable de la planète. La liste des mécanismes employés par les firmes pharmaceutiques en panne d'innovation pour tricher, camoufler la vérité, inventer une fausse réalité pour vendre et faire du profit à n'importe quel prix est pratiquement sans limite. Même, si à force de tricher, les labos se font régulièrement prendre la main dans le sac et sont poursuivis en justice avec à la clé des amendes gigantesques qui ne sont qu'une goutte d'eau pour leur budget colossal, les ignorantes victimes des grands scandales sanitaires ne reviendront pas ou resteront handicapées à vie. Mais rien n'y fait. La formation et le mode de financement des soins conduisent actuellement à négliger des activités essentielles que sont l'éducation thérapeutique ou les soins de prévention. Aussi, on assiste à une véritable surmédicalisation de la société, conduisant au déficit récurrent de l'assurance maladie alors que d'un côté, on pousse au consumérisme pour maintenir la croissance industrielle et que de l'autre, on nous reprochera de demander des soins inutiles et de grever le budget de la sécurité sociale. Qui est responsable ? Le plus grand problème est que finalement, personne de nos jours, ni même les fabricants de médicaments, ne peut dire avec certitude ce que ces pratiques auront comme effet à long terme. Aussi, dans le domaine de la santé, il devient essentiel de faire preuve d'un peu de sens critique et se questionner sur nos propres comportements. Et si j'ose dire, il est même temps de se demander sérieusement de quoi nous voulons mourir. Dans les pays riches, les morts provoquées par les médicaments constituent la 3e cause de mortalité,
derrière les pathologies cardiaques et les cancers. Peter Segotch, professeur et directeur du Nordic Cochrane Center, centre scandinave de la collaboration Cochrane. 1. Pharma, une vieille histoire. L'industrie pharmaceutique est le secteur économique regroupant les activités de recherche, de fabrication, de promotion et de vente des médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire. C'est l'une des industries les plus rentables au monde, à la même enseigne que Big Oil pour le pétrole ou Big Tobacco pour le tabac, on l'appelle aussi Big Pharma. Il s'agit d'une colossale puissance politique, économique autant que financière qui parle d'égal à égal avec les gouvernements, les organismes internationaux et les parlements nationaux sur lesquels elle lance une véritable armée de lobbyistes. Mais l'industrie pharmaceutique se distingue toutefois des autres industries par la nature même des produits qu'elle propose, les médicaments. Touchant à des valeurs humaines fondamentales, elle soulève de nombreuses questions d'ordre éthique et implique des fonds publics et des politiques particulières. Malheureusement, son objectif n'est pas spécialement de protéger la santé des populations, mais plutôt d'assurer un retour sur investissement à ses actionnaires. Comme toute grande industrie, Big Pharma a une importance économique stratégique, ce qui lui permet de peser sur les décisions politiques et de bloquer toute législation ou décision qui lui déplaît. Un commerce vieux comme le monde. L'origine des médicaments remonte à l'apparition même de l'homme, leur préparation relevait toutefois de l'artisanat. Avant le XIXe siècle, après les guérisseurs et autres chamans, la fabrication des remèdes était assurée par les pharmaciens ou les apothicaires à partir de plantes, de substances végétales, animales ou minérales. Pendant des siècles, le commerce du médicament a été limité à l'activité des officines. Les préparations des pharmaciens se basaient sur des travaux ancestraux sur l'emploi des plantes, des animaux et des minéraux à usage thérapeutique, complétés et modifiés au fil du temps. L'herboristerie avait aussi une grande place en matière de médication. Depuis son apparition au XIXe siècle, l'industrie pharmaceutique a connu un développement fulgurant. Suite au fort développement de la chimie, la préparation des médicaments a connu une véritable révolution. Jusqu'alors, la découverte de nouveaux médicaments s'était limitée à l'observation empirique des effets produits par certaines substances naturelles sur le cours des maladies. C'est Paracels, un médecin, astrologue et alchimiste suisse, qui prônera au XVIe siècle la nécessité d'un médicament spécifique pour chaque maladie. 2 siècles de lumière. Les explorateurs rapporteront du Nouveau Monde des grands principes actifs comme le quinquina, l'épicéa, la coca, etc. Grâce au progrès de la chimie et de la physiologie, le XIXe siècle marque une étape nouvelle avec l'isolement de principes actifs. De l'opium, on isole la morphine, puis la codéine, de l'ipecacuanha on extrait l'éméthine, du quinquina la quinine. On dispose alors de la papavérine extrait de pavot, de la digitaline synthétisée de la digitale et de l'ergotinine de l'ergot de seigle. L'aspirine sera synthétisée par Hoffmann en 1897, puis, au début du XXe siècle apparaîtront la novocaïne en 1901, les antisyphilitiques en 1906. L'ère moderne débutera avec la découverte en 1937 de l'action antibactérienne des sulfamides, puis en 1943, Fleming découvre la pénicilline. 1947 est l'année de la découverte de la streptomycine, qui va vaincre momentanément la tuberculose. On assiste alors à un emballement des découvertes. Les antihistaminiques de synthèse sont mis au point en 1942, les anticoagulants coumariniques en 1947, la cortisone en 1949, l'isoniazide et les neuroleptiques en 1952. Les IMAO, la chlorothiazide et les antidépresseurs imipraminiques en 1952. Dans les années 1935 à 1970, la majeure partie de nos classes thérapeutiques sont mises au point de manière fortuite. Insuline, antibiotiques, antihypertenseurs, cortisone, vaccins modernes, psychotropes, contraception hormonale, etc. Durant cette période expérimentale, les épreuves d'efficacité et de toxicité sont limitées à un strict minimum. On trouve une substance, on teste brièvement son innocuité, on la confie à des cliniciens pour trouver des indications et en 2 ou 3 ans on valide les résultats. Mais les accidents se multiplient, le plus marquant étant le scandale de la thalidomide.
La thalidomide est un tranquillisant et un anti-nauséeux pour femmes enceintes commercialisé dans les années 1950 et au début des années 60, pour lequel très peu d'études de toxicité avaient été effectuées. Dès 1961, il a été retiré du marché en raison de ses effets secondaires importants. Il provoquait des malformations importantes chez les bébés des mamans qui en avaient pris pendant la grossesse. Les essais cliniques deviennent alors incontournables. Au départ outil de contrôle, ces essais laissés au bon soin de l'industrie vont se retrouver au cœur du processus d'invention. Dès ce moment, la recherche se concentre sur les produits déjà connus qu'elle va tenter d'améliorer. Les produits innovants se faisant rares, des raccommodages sont mis en place pour préserver les intérêts des investissements. La stratégie se porte sur le pipeline. Les laboratoires vont favoriser toutes les technologies qui produiront un bon débit de molécules testables. Tant pis si toutes ces molécules se ressemblent. La courbe des bénéfices continue à grimper alors que celle des innovations est en chute libre. La loi de 1941 qui dépossède les pharmaciens. Après l'apparition de la chimie extractive et de synthèse, la production artisanale d'officine s'est donc progressivement transformée en une production à grande échelle, nécessitant des laboratoires de plus en plus spécialisés et de plus en plus importants. Cela donnera naissance à l'industrie pharmaceutique. Après la fin de la Première Guerre mondiale, suite au développement des sciences médicales, certains grands groupes pharmaceutiques actuels, Bayer, Merck, etc., apparaissent, souvent à partir de groupes chimiques. À l'époque, ce n'étaient que de petites entreprises nationales aux revenus modestes. Elles produisaient les ingrédients actifs des médicaments et les fournissaient aux pharmaciens qui fabriquaient eux-mêmes le composé final. Progressivement, le pharmacien sera déchargé de cette tâche pour vendre et promouvoir les produits fabriqués par l'industrie pharmaceutique. En effet, la loi du 11 septembre 1941 légalise la commercialisation des produits pharmaceutiques et dépossède les pharmaciens de leur mission de préparation du médicament, pour les orienter vers la dispense de produits préparés à l'avance par l'industrie. À partir de ce moment-là, la logique financière se déclenche. Depuis cette loi, votée sous le régime de Vichy, le métier d'herboriste a été supprimé. Effectivement, les apothicaires considéraient que les herboristes représentaient une trop grande concurrence et ont obtenu du gouvernement Pétain la législation supprimant le diplôme d'herboriste créé en 1803 sous Napoléon. Naissance du Big Pharma. À partir des années 40 à 50, l'industrie pharmaceutique connaît donc une croissance très forte mais qui tend à se stabiliser vers la fin du siècle dernier. Cette industrialisation de la pharmacie a commencé dans les années 1930-40 avec l'introduction généralisée des antibiotiques, premier médicament de masse. Il faut savoir qu'avant les années 30, on ne disposait de médicaments efficaces que pour cette maladie. Grâce à l'extension rapide des marchés, les petites entreprises nationales se sont ouvertes aux marchés internationaux et se sont progressivement converties en grandes multinationales aux bénéfices exorbitants. Grâce à des investissements importants en recherche et développement, R&D, le secteur pharmaceutique tente alors de diversifier les cibles de ses recherches en essayant de trouver des traitements à toutes sortes de maladies. Des milliers de médicaments de classes thérapeutiques diverses sont alors mis au point et commercialisés dans le but de soulager les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, l'excès de cholestérol, les dépressions, les rhumatismes, etc. Mais à partir des années 80, l'industrie pharmaceutique semble avoir parcouru toutes les pistes de recherche possibles. L'innovation thérapeutique s'essouffle progressivement. L'éventail des médicaments découverts au cours des décennies passées ciblait déjà la majorité des maladies existantes. Dès lors, le rythme d'innovation devient de plus en plus faible et la recherche pharmaceutique de plus en plus complexe et de plus en plus onéreuse. Le durcissement progressif des réglementations pour chacune des étapes du cycle de vie du médicament participe également à l'augmentation des coûts en recherche et développement. Les médicaments mis sur le marché sont de moins en moins révolutionnaires et plutôt orientés vers des besoins de moins en moins thérapeutiques. Une nouvelle génération de médicaments fait son apparition. Les médicaments dits de bien-être ou de confort, chargés d'améliorer la qualité de vie des personnes et de réduire des problèmes quotidiens comme l'obésité, l'impuissance, la calvitie, l'état grippal, l'apathie, etc.
Pour maintenir la courbe des bénéfices, tous les moyens sont bons. Fusion de laboratoire, redéfinition des maladies par l'effet potentiel des médicaments. C'est l'effet du psychotrope qui définit la maladie mentale et non l'inverse, créer de nouvelles maladies. Andropause permet de vendre cher des hormones masculines qui ne coûtent rien. Se concentrer sur les maladies des populations solvables. Faire baisser les coûts des essais cliniques en les réalisant dans les pays en voie de développement. Stimuler les médecins à prescrire, augmenter le prix des médicaments, etc. Les brevets viennent aussi à la rescousse comme une planche de secours. Il ne s'agit plus de garantir les conditions de l'innovation mais le maintien des profits dans une phase de stagnation. Plus récemment, afin de redresser la situation et de relancer l'innovation, les laboratoires pharmaceutiques ont décidé de se tourner vers le marché des nouvelles biotechnologies appliquées à la santé. Ces biotechnologies résultent du mariage des êtres vivants, biologie, et d'ensemble de techniques nouvelles issues d'autres disciplines comme la microbiologie, la biochimie, la biophysique, la biologie moléculaire, l'informatique, etc. Dans le domaine de la santé, ce potentiel scientifique, technologique et thérapeutique paraît exceptionnel et sur le plan économique aussi. Les résultats des découvertes biotechnologiques ont conduit à de nouveaux tests de diagnostic, produits pharmaceutiques et traitements médicaux pour une longue liste de maladies allant du diabète au dépistage moléculaire de la tuberculose, etc. C'est donc à partir des années 1980-1990, au moment où l'industrie pharmaceutique s'est tarie, qu'on a assisté à une série de fusions visant à consolider le marché sous l'égide de quelques grandes compagnies. Au total, une vingtaine de méga-compagnies européennes et américaines dominent le marché mondial de la santé et génèrent des revenus astronomiques. L'industrie pharmaceutique est à l'heure actuelle l'une des plus performantes et des plus profitables industries de la planète, ce que reflète son éclatante santé boursière. IMSL prévoit un chiffre d'affaires global de 1 200 milliards en 2016. En 2014, le top 10 de la pharma mondiale, par ordre de grandeur, Pfizer, Roche, Merck & Co, Johnson & Johnson, Novartis, Sanofi, AstraZeneca, Gilead Sciences, GSK, Bayer, ont reversé presque 70 milliards d'euros à leurs actionnaires dont la moitié en cash. Il s'agit d'une somme colossale, proche du bénéfice net cumulé de 75,6 milliards d'euros de ces géants du pharma et très supérieur au montant cumulé de leur recherche et développement, R&D de 56 milliards d'euros. Au final, 92,6% des profits sont retournés aux actionnaires. En matière de réversion, la palme revient à Gilead Sciences avec 72,7% du résultat net redistribué. Parallèlement, les Big Pharma se livrent à des pratiques d'optimisation fiscale qui, sans atteindre l'efficacité de Google ou McDonald's, laissent songeur. 2. Médoc, une vie pourtant cadrée. Qu'est-ce qu'un médicament ? Le médicament se définit comme un produit pas comme les autres. La définition réglementaire du médicament, AR. L5111 du Code de la santé publique, est la suivante. On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leur fonction physiologique en exerçant une action pharmacologique, immunologique, métabolique. Lorsque, eu égard à l'ensemble de ces caractéristiques, un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament prévue au premier alinéa et à celle d'autres catégories de produits régis par le droit communautaire ou national, il est, en cas de doute, considéré comme un médicament. Cette définition assez générale est basée sur les notions de présentation. Les autres termes utilisés ont des définitions plus précises. Principe. Le principe actif est la substance responsable de l'action pharmacologique, le paracétamol. Un même principe actif peut être présent dans de multiples spécialités et présentations. Spécialité, la réglementation précise AR. L5111-2 du Code de la santé publique. On entend par spécialité pharmaceutique, tout médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale. En pratique, les spécialités ont une autorisation de mise sur le marché, AMM. Par exemple,
le Voltaren comprimé 50 mg et le Voltaren suppositoire 100 mg ou le Voltaren comprimé 25 mg, sont des spécialités différentes qui contiennent un même médicament ou principe actif, le diclofénac. La définition réglementaire ne recouvre qu'une facette de ce qu'est un médicament. On peut aussi le définir par son mode de délivrance. Les médicaments sous ordonnance versus les médicaments de prescription médicale facultative, et par son remboursement ou non par les régimes de base. Ces deux critères permettent de classer les médicaments en 3 catégories. Les médicaments sous ordonnance sont appelés médicaments éthiques. Les médicaments semi-éthiques peuvent être remboursés s'ils ont été prescrits par le médecin. Les médicaments non remboursés, qu'on appelle médicaments OTC, over the counter, sont destinés à l'automédication. La mise au point d'un médicament. La recherche fondamentale en tout début du processus permet de mieux connaître une maladie, son histoire naturelle, son fonctionnement, les cibles biologiques sur lesquelles agir pour la traiter. La découverte d'une molécule d'intérêt thérapeutique ouvre la voie vers le médicament et le médicament résulte d'un long et coûteux processus de recherche. Effectivement, sur 10 000 molécules criblées, 100 sont testées pour arriver à 10 médicaments candidats dont un seul seulement sera éventuellement commercialisé. Entre 10 et 15 ans sont nécessaires, sans compter la phase administrative pouvant prendre plus d'1 an, pour qu'une molécule d'intérêt thérapeutique devienne un médicament. Pour un coût total de mise au point qui peut atteindre les 800 millions d'euros, dit-on. Pour les dispositifs médicaux, tels que les implants cérébraux ou les organes artificiels, le développement peut prendre encore plus de temps. Une particularité du médicament est qu'il peut comporter des risques pour la santé et entraîner des effets secondaires plus ou moins graves chez les patients, ce qui n'est pas sa mission. De ce fait, le médicament ainsi que l'industrie pharmaceutique sont soumis à une forte réglementation et sont sous le contrôle de diverses autorités de santé qui peuvent être d'ordre national, comme la Food and Drug Administration, FDA, aux USA, la NSM, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en France ou au plan régional comme l'EMA, Agence européenne du médicament, pour l'Europe et au plan international avec L', OMS, Organisation mondiale de la santé, mais comme nous le verrons plus loin, cela est loin de tout régler. Toutefois, de la recherche à la commercialisation, en passant par les essais cliniques et l'enregistrement, aucun détail n'est laissé au hasard et l'ensemble du processus est régi par des normes nationales et internationales strictes, d'abord par des études de toxicité et les essais cliniques, puis par les autres étapes du cycle de vie du médicament. Un protocole bien cadré. Sur environ 10 000 médicaments potentiels subissant tous les tests nécessaires, un seul sera donc disponible au final pour traiter des patients. Les premiers tests en laboratoire sont effectués pour bien connaître les propriétés du produit. On réalise ensuite des tests de toxicologie, qui sont imposés pour tous les candidats médicaments. Ces tests permettent de connaître l'effet du produit sur un organisme vivant au niveau des cellules mais aussi des gènes, afin de pouvoir éliminer les substances qui seraient trop toxiques. Cette phase préclinique évalue la molécule sur des cellules en culture, in vitro, et chez l'animal, in vivo. Les données étudiées dans ce cadre sont d'ordre pharmacologique, pharmacocinétique et toxicologique. Cette étape permet aussi d'estimer la dose à administrer chez l'homme. Lorsque les résultats obtenus à la suite de ces différents tests le permettent, le produit peut être testé chez l'homme, c'est là qu'interviennent les études cliniques. Étape cruciale dans l'amélioration de la prise en charge des patients, ces essais cliniques sont réglementairement encadrés par l'ANSM et par les comités de protection des personnes, CPP. Ils permettent la mise au point de nouveaux médicaments ou de traitements innovants. Les bonnes pratiques cliniques, BPC, suivies et contrôlées tout au long des multiples étapes d'un essai clinique, doivent garantir la qualité, la véracité des données obtenues et le respect du droit des personnes y participant. Effectivement, suite aux expérimentations menées dans les camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale, le Code de Nuremberg de 1947 établit 10 critères sur les conditions dans lesquelles les expérimentations humaines doivent être pratiquées pour être acceptables. La Déclaration d'Helsinki de 1947 est un texte régulièrement actualisé qui, lui, assoit les pratiques éthiques encadrant la recherche médicale menée sur des êtres humains.
Il insiste notamment sur le protocole expérimental, qui doit être approuvé par un comité d'éthique indépendant. Peuvent participer des patients sous traitement ou des personnes non malades. Le recrutement se fait chez le médecin, par voie d'affichage ou par annonce, mais il est aussi possible de se porter volontaire auprès des CIC, centres d'investigation clinique, ou des sociétés pharmaceutiques. Le site www.notre-recherche-clinique.fr localise les essais cliniques réalisés en France, d'après le répertoire public des essais cliniques de médicaments menés par les promoteurs hospitaliers, académiques et industriels. Des répertoires internationaux existent, Clinical Trial et My Clinical Trial Allocator. On peut aussi consulter les bases spécialisées sur le cancer, via l'INCa, Institut national du cancer, ou sur Orphanet pour les maladies orphelines. Collaborer au niveau international, c'est aussi le credo du réseau ECRIN, European Clinical Research Infrastructure Network, dont l'objectif est de promouvoir et faciliter les études cliniques multinationales au niveau européen. Définition des études cliniques. Une étude clinique, ou essai clinique, peut se définir comme une situation expérimentale au cours de laquelle on confirme ou infirme, chez l'homme, la validité d'une hypothèse thérapeutique. Un essai clinique vise à mettre en évidence ou à vérifier les effets, à identifier tout effet indésirable et étudier l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'excrétion afin de définir l'efficacité et la sécurité d'emploi d'un médicament. Cela se pratique chez des sujets volontaires sains ou malades. Le médicament pourra être mis sur le marché si sa balance bénéfice-risque est positive, c'est-à-dire si son bénéfice sur la santé est supérieur à ses inconvénients potentiels. Au cours d'un essai, les événements et les effets indésirables graves sont signalés à chaque étape par l'investigateur, médecin qui dirige et surveille la réalisation de l'essai, au promoteur, labo pharmaceutique, organisme de recherche, établissement de soins ou personne physique médecin par exemple, à l'initiative de l'essai est responsable de son lancement, de sa gestion et de la vérification de son financement, qui lui-même les notifie à la l'ANSM et au CPP. Un essai se conduit en 3 étapes. Une phase de préparation, consistant à écrire de manière très précise le problème scientifique auquel on souhaite répondre et à rédiger le protocole de recherche correspondant. Une phase de validation et d'autorisation par l'autorité compétente et le Comité de protection des personnes, CPP. Ces CPP sont actuellement 40 répartis sur tout le territoire français. Ils sont agréés par le ministère de la Santé et sont composés de manière à garantir leur indépendance vis-à-vis des promoteurs et des investigateurs, ainsi que la diversité des compétences de leurs membres. De plus, les membres du comité doivent adresser au directeur général de l'Agence régionale de santé (AR), à l'occasion de leur nomination, une déclaration mentionnant leur lien direct ou indirect avec les promoteurs et les investigateurs de recherche. Cette déclaration est rendue publique et actualisée. Une phase d'inclusion et de suivi qui marque le début opérationnel de l'essai avec l'inclusion des patients recrutés généralement par leur médecin, généraliste ou spécialiste, ou un CRO, société de recherche sous contrat. Les informations recueillies au cours de l'essai sont adressées à un centre de gestion de données, qui vérifie la cohérence des informations et entre l'ensemble des données dans une base informatique. Une phase d'analyse et de publication qui débute lorsque la base de données est complète, c'est-à-dire comportant toutes les données pour tous les patients, et cohérente, c'est-à-dire qu'aucune donnée n'est en contradiction avec une autre. L'analyse à proprement parler consiste à regrouper les données et à les traiter. Les résultats feront l'objet de la rédaction d'un rapport d'étude, puis éventuellement de la communication de l'abstract, résumé, de l'étude lors d'un congrès scientifique et de la publication d'un article dans une revue scientifique autorisée. Pour démarrer en France, un essai clinique doit recevoir l'avis d'un CPP et une autorisation de l'ANSM. En outre, toute personne volontaire doit recevoir une autorisation délivrée par l'instigateur portant notamment sur l'objectif de la recherche, sa méthodologie, sa durée ainsi que les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, le droit de refuser de participer à une recherche, le droit de retirer son accord. Elle doit approuver sa participation à la recherche par la signature d'un document de consentement. Tout participant à une recherche biomédicale doit, en outre,
Être obligatoirement inscrit par le promoteur de l'essai dans le fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales. Enfin, le promoteur doit souscrire une assurance obligatoire, permettant une indemnisation des dommages subis par le participant trouvant leur cause dans la recherche biomédicale. Sans essai clinique, pas de nouvelles méthodes de traitement mais pas de nouveaux médicaments non plus. Car pour qu'une nouvelle molécule soit mise sur le marché, il faut démontrer qu'elle est plus efficace que la molécule de référence couramment utilisée pour traiter une maladie, et qu'elle n'engendre pas plus d'effets secondaires. En pratique, les études cliniques vont permettre de répondre à plusieurs questions essentielles concernant l'utilisation du nouveau médicament testé. Des questions de pharmacocinétique sur le devenir du médicament dans le corps humain, absorption, métabolisme, distribution, élimination. Des questions de pharmacodynamique sur l'effet du médicament sur l'organisme qui permettront d'établir ou de vérifier les données thérapeutiques, efficacité et effets indésirables. Elles se déroulent en 3 phases. Phase I, sûreté tolérance. Premier test chez l'homme. Des quantités croissantes de la nouvelle molécule sont administrées à des volontaires sains sous surveillance étroite. Cette phase permet d'évaluer les grandes lignes du profil de tolérance du produit et de réaliser une première évaluation des propriétés pharmacocinétiques. Le but ? Observer l'évolution de la molécule ou du produit dans l'organisme et évaluer sa toxicité. Phase 2 ou étude pilote. Efficacité du produit sur de petites populations et recherche de doses. La phase 2 se déroule chez des volontaires malades. L'objectif est de déterminer la dose minimale efficace du médicament et ses éventuels effets indésirables. La phase 2 précoce permet de confirmer, chez un petit nombre de personnes, les propriétés pharmacodynamiques déjà observées chez l'animal et de poursuivre les études de pharmacocinétique. La phase 2 consiste à administrer cette dose à entre 100 et 300 malades, si possible. Ces essais sont en général de courte durée. Phase 3, preuve d'efficacité. Les essais de phase 3 visent à confirmer les propriétés thérapeutiques du médicament avant la mise sur le marché. Ils permettent d'évaluer l'efficacité du médicament sur une cohorte de patients beaucoup plus importante, avec des durées de traitement plus prolongées. Les volontaires sont le plus souvent répartis en 2 groupes afin de comparer l'efficacité du candidat produit à un traitement de référence, s'il en existe, ou à un placebo. Cette phase dure souvent plusieurs années, le temps de recruter les patients et de suivre l'évolution de leur état de santé. La phase 3 permet d'établir des recommandations pour l'usage futur du médicament comme les interactions médicamenteuses, l'influence de l'âge. À rajouter une phase 4, pharmacovigilance. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.